Voilà, bonjour mesdames, messieurs, nous allons pouvoir commencer sans plus tarder. J'aurai le plaisir de contribuer au bon déroulement de cette deuxième journée du colloque consacré aux bioénergies et à la biomasse en particulier pour cette édition 2014, et notamment à travers les tables rondes qui vont se succéder devant vous aujourd'hui, deux consacrées au biogaz ce matin, deux au biocarburant cet après-midi. Pour vous accueillir officiellement à l'occasion de cette journée, je passe la parole à Cyril Lepicard, président de France Biomasse Énergie. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour, bienvenue pour cette quatrième édition de notre colloque national biomasse. Ce colloque se déroule sur 2 jours et hier nous avons eu des moments forts dans le domaine d'une première bioénergie, c'est-à-dire le bois énergie principalement. Et nous avons eu le plaisir de recevoir hier matin Ségolène Royal qui est venue ouvrir notre colloque. Pour ceux qui n'étaient pas là, je peux vous dire que le discours a été tonique. Il a été plein de promesses, plein de surprises et surtout un très grand degré d'engagement de Madame la Ministre sur les bioénergies et notamment sur la biomasse. J'espère que dans la journée, nous vous diffuserons la teneur du discours de Ségolène Royal pour que vous soyez au courant des directives qu'elle a données à son ministère concernant la biomasse. Alors, France Biomasse Énergie, pour ceux qui ne le savent pas encore, est une branche du syndicat des énergies renouvelables. Nous sommes là pour travailler dans 3 grands domaines. Le premier, bien sûr, c'est le bois énergie et les combustibles solides. Nous l'avons vu hier. C'est le chauffage au bois domestique, qui est aussi un secteur en pleine expansion et très intéressant à travailler. Et puis, bien sûr, biogaz et biocarburant. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, biogaz ce matin et biocarburant cet après-midi. L'année 2013 a été intéressante dans les bioénergies puisque nous avons noté des avancées importantes au niveau de la méthanisation avec le plan énergie, méthanisation, autonomie azote, ce fameux EMA, qui a été lancé en mars 2013 et piloté par le ministère de l'Agriculture et par le ministère de l'Écologie. On salue aussi les 1500 projets de méthaniseurs répartis sur tout le territoire et Madame Royal nous a dit hier matin qu'il fallait faire vite, en moins de 3 ans, ce qui nous donne des perspectives intéressantes. Nous savons aussi que nous avons aussi vu que Madame Royal veut porter la consommation brute finale en 2030 à 32% en énergie renouvelable. Ça montre la potentialité de la biomasse sur les années futures. Alors aujourd'hui, nous allons avoir 4 tables rondes avec des experts. Hier, nous avons eu des experts extrêmement intéressants qui nous ont appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suppose, et je le souhaite bien entendu, nous allons avoir des experts dans le biogaz et le biocarburant. Je vous demanderai de ne pas hésiter à poser des questions parce qu'il faut dialoguer, c'est nécessaire, et hier, ça a été très très bien fait. Donc nous allons démarrer aujourd'hui avec Sandra Lagumina, qui est directrice générale de GRDF, qui va faire l'introduction d'une première table ronde. J'appelle donc Sandra Lagumina. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Bonjour mesdames, messieurs, cher Cyril. D'abord, je souhaiterais évidemment inviter le syndicat des énergies renouvelables qui nous a invités à partager nos convictions sur la transition énergétique et surtout sur ce que l'on imagine être le potentiel du biométhane. Pourquoi est-ce qu'on y croit? On y croit parce qu'on voit les projets se multiplier sur les territoires. Pour ceux qui ont entendu la ministre hier, elle a dit de manière très partagée que finalement ça se ferait, ça réussirait s'il y a des projets et pas simplement s'il y a une loi. Et ça, c'est vraiment une conviction qu'on partage parce qu'à GRDF, on est présent sur l'ensemble du territoire et c'est vraiment là où on voit la mobilisation des uns et des autres. Donc c'est cette dynamique qui nous fait croire au biométhane et pas vraiment autre chose.
Par ailleurs, toujours en guise d'introduction, je tiens quand même à souligner les excellentes relations que nous avons avec le CER depuis longtemps, puisque nous co-animons, enfin il fait partie du GT Injection que nous co-animons avec l'ADEME, et qui, je pense, est un lieu dans lequel on peut justement partager et échanger autour des différents éléments qui peuvent faire ou pas que la filière biométhane décolle. Alors, avant de passer directement sur le biométhane et d'introduire cette table ronde, je souhaiterais juste dire quelques mots sur la conviction que nous avons sur la transition énergétique et pourquoi, finalement, un distributeur de gaz a mis le biométhane sur son agenda. Alors, quand on a réfléchi sur la transition énergétique à GRDF, on s'est dit, est-ce qu'il y a une possibilité ou pas d'atteindre le facteur 4 et comment ? Et ce facteur 4, d'ailleurs, qui était, vous le rappelez, assez interrogé en 2005 au moment de la loi POP, et puis qui finalement, aujourd'hui, fait partie du débat de manière intégrante. Et donc, en 2013, on a présenté un scénario dont vous avez peut-être entendu parler, qu'on a modestement appelé le scénario GRDF 2050, et qui reprend très largement les logiques d'économie circulaire qui, je pense, ont été très présentes dans les débats hier. Puisqu'on s'est dit, voilà, on peut atteindre ce scénario facteur 4 en faisant, grosso modo, 3 grandes choses. D'abord, évidemment, avoir de la sobriété énergétique. Je pense que plus personne ne pense aujourd'hui qu'on va aller qu'il faut aller vers une augmentation de la demande de l'énergie, et donc on a anticipé environ à 40% la baisse de la demande de l'énergie, ce qui est logique, hein, compte tenu de l'isolation, compte tenu des nouveaux produits, etc. Et puis surtout, on a mis en avant une forte pénétration des énergies renouvelables, et en particulier du biométhane, puisqu'on a, dans notre scénario, dit qu'on pourrait injecter dans nos réseaux environ 73% de biométhane horizon 2050. Alors je vous avoue, quand on a dit ça, on a eu un petit moment de solitude, et puis on a été rejoint dans cette solitude par l'ADEME, qui a sorti un scénario où, en gros, on injectait près de 50% de gaz vert dans nos réseaux. Donc c'est quelque chose à laquelle un certain nombre d'acteurs croient aujourd'hui. Et puis aussi, diversifier les solutions énergétiques et surtout la décentralisation de ces solutions, puisqu'on voit bien que c'est vraiment dans les territoires que tout ceci se fait. Le grand enseignement, je pense, de tout ce débat sur le DNTE, c'est que on peut arriver avec des solutions qui marient la combinaison des réseaux, des usages et des énergies à atteindre ce fameux facteur 4. Et c'est vrai que quand on prononce le terme 2050, ça semble très loin, mais en fin de compte, ça se prépare d'ores et déjà maintenant. Et on doit avoir des roadmaps, c'est-à-dire on doit avoir des points de passage. Et ce qu'a dit la ministre hier était très important, notamment sur le 10% de biométhane injecté dans les réseaux à horizon 2030. On a besoin de ces objectifs qui sont des objectifs plus rapprochés pour qu'on puisse justement se dire comment est-ce qu'on construit cette réussite à un horizon qui est plus lointain. Et j'avoue que ces fameux 10% étaient attendus, puisqu'on était tous un peu interloqués sur le fait qu'il n'y avait pas d'objectif de NR dans le réseau de gaz, et c'était, on trouve, dommage. D'autant qu'on a encore une fois une grande dynamique. Catherine Foulonneau y reviendra tout à l'heure. On a plus de 400 projets aujourd'hui qui sont dans le pipe. On a 4 injections qui fonctionnent, dont Agribiométhane, dont vous allez parler tout à l'heure et qui a été inaugurée il y a quelques jours. Et puis le 7 juillet, on aura la 5e injection de biométhane à Sourdin, en Seine-et-Marne. Donc vous voyez, c'est une dynamique qui commence à prendre avec un rythme qui est beaucoup plus important. Je pense que c'est vraiment comme ça, par ces projets qu'on avance sur le biométhane. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire du biométhane ? Alors la ministre a été un formidable avocat du biométhane hier, mais je vais juste y revenir. Je pense que le biométhane, il est vertueux à 3 titres. Tout d'abord, il permet une valorisation des déchets. C'est clairement aujourd'hui un des grands sujets que nous avons à traiter avec les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc on voit bien que utiliser les déchets pour en faire quelque chose, c'est déjà quelque chose d'important. Et le mieux, c'est de les utiliser à faire quelque chose qui est le plus valorisé possible. Et par exemple, l'ADEME considère que l'utilisation la plus vertueuse, c'est probablement la valorisation carburant du biométhane. Et d'ailleurs, dans les projets qui sont sortis d'ores et déjà et qui fonctionnent, on voit bien que, par exemple, le site de Lille Métropole permet de faire rouler 130 bus de l'agglomération lilloise. À Morsbach, sur le site de Métavalor, on a aussi une flotte de véhicules du SIDEM qui fonctionne ainsi. Et donc, je pense que
ce penser amont et ce penser aval est extrêmement important pour que la filière fonctionne de manière vertueuse. Et puis sur l'amont, on a eu enfin le déblocage que vous connaissez peut-être du fameux décret sur les bouts de steppe que tout le monde attend depuis 2 ans, qui était un peu le décret maudit dans l'administration, c'est-à-dire à chaque fois qu'il arrivait sur le bureau d'un ministre, il n'y avait plus de ministre. Donc là, il est sorti, donc on est enfin... donc, première chose, vraiment une importance de cette valorisation des déchets et la capacité à orienter cette valorisation sur les logiques les plus vertueuses. Deuxième intérêt, le moindre recours évidemment aux énergies fossiles, puisque ce gaz vert permet de réduire la dépendance par rapport au gaz importé. Et c'est probablement ce qui permettra aussi d'atteindre les fameux 32% dans les objectifs d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, donc 15% d'énergie renouvelable dans les transports. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? Je crois que vous savez qu'il y a plusieurs objectifs dans la loi. Il y a par exemple un objectif de réduction d'énergie fossile dans notre mix de manière très forte. La difficulté que l'on a souvent, c'est qu'on se dit, bon, est-ce que les objectifs sont contradictoires ou alors est-ce qu'ils vont tous dans le même sens ? Aujourd'hui, si jamais on va sur cette ambition, sur les énergies renouvelables, sur l'injection dans nos réseaux, je pense que ces objectifs se combinent aussi avec l'ambition sur l'électricité, se combinent aussi avec les ambitions sur la chaleur et se combinent aussi sur l'ambition sur les carburants. Et puis, c'est aussi une solution qui permet de se substituer aux engrais chimiques. Alors, je pense que ceci sera dit de manière beaucoup plus savante par d'autres, mais par exemple... on a eu une expérience qui était le 3e site, qui est le site de bioénergie de l'Abri, dans lequel ils ont remplacé 90% de leurs engrais chimiques par les digestats produits à la suite de la méthanisation. Alors quand on réfléchit comme ça, on voit bien qu'on a des projets de biométhane qui sont à la fois très ancrés dans les territoires. C'est vraiment aujourd'hui du tailor-made. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à passer dans une autre dimension. Mais on est vraiment dans du développement d'économie locale, de l'économie circulaire, et puis avec une valorisation de filières qui sont à la fois des filières agricoles, mais aussi des filières qui marient un savoir-faire pas encore complètement français, mais de plus en plus français, et ça, je pense que c'est intéressant. Et puis, encore une fois, ça permet d'avoir des exemples concrets autour de l'économie circulaire, et je pense que ça, c'est important aussi pour le débat qui va s'ouvrir. Alors, pour réussir cette transition, je pense que GRDF s'investit lourdement dans la filière biométhane en France. Enfin, Catherine Foulonneau en parlera, notre directrice de la stratégie. C'est une filière qui démarre. Je veux dire, c'est encore un bébé, puisqu'on ne peut injecter sur le réseau français que depuis 2 ans. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a une montée en puissance. On le voit bien dans le GT Injection aujourd'hui. C'est un groupe de concertation que certains d'entre vous connaissent, dans lequel on a le CER, les gestionnaires de réseau, des bureaux d'études, des entreprises spécialisées, la Creux, évidemment, les agriculteurs méthaniseurs de France, etc., etc. Et puis plus il s'élargit, à la limite, plus on est satisfait, parce que ça nous permet d'avoir un lieu véritablement de dialogue et d'échange, pas simplement sur les réussites, mais aussi sur les difficultés. On n'ignore pas les difficultés des porteurs de projets. Enfin, j'ai parlé hier avec un certain nombre d'entre vous. Il est clair que, concrètement, aujourd'hui, pour un porteur de projet, c'est long, c'est difficile d'avoir les financements, le business model n'est pas complètement évident. Donc, tous les efforts qui sont faits, à la fois sur la simplification avec l'autorisation unique, le travail qui peut être fait autour de l'accès aussi au financement. Aujourd'hui, par exemple, on nous demande à GRDF d'aller accompagner les porteurs de projets, voire les banques. Enfin, c'est assez extravagant pour nous de faire ça, mais on le fait bien volontiers pour expliquer aux banquiers simplement que oui, c'est pas un gadget et on croit à cette filière. Donc je pense qu'avoir ouvert aussi le débat sur le financement de la filière, c'était important. Et puis c'est vrai que c'est long. Il faut beaucoup de conviction et de courage pour aboutir. Enfin, je pense que le témoignage d'Agribiométhane sera très intéressant. Mais pour autant, malgré toutes ces contraintes qu'on peut essayer de travailler et de lever, c'est plutôt la dynamique dont je souhaite que vous reteniez en termes de conclusion, d'autant qu'on attendait un signal politique pour cette filière en démarrage.
Le discours de Ségolène Royal hier, je crois, en a été un, à la fois dans la fixation d'objectifs, à la fois sur le plan 1500 méthaniseurs, à la fois sur ce qui a été dit sur la mobilité aussi au bio-GNV, à la fois aussi ce qui a été dit sur la simplification des normes et comment est-ce qu'il faut faire pour passer d'un délai environ de 3 à 4 ans, voire plus, à un délai de 2 ans qui est challenging. Enfin, je pense que ceci sera dit. Et je crois qu'à la fois notre présence et la présence d'un certain nombre d'acteurs différents que vous allez voir autour de la table montrent qu'il y a un fort consensus autour de cette filière. Et j'espère que ça sera un gage de réussite. Je vous remercie. Merci Sandra, merci beaucoup. Je voulais vous signaler que je viens d'avoir la confirmation de la présence de Stéphane Le Foll ce soir à 16h15, qui viendra conclure notre colloque. 16h15, Stéphane Le Foll ce soir. Merci. Voilà, merci pour cette information, Cyril Le Picard. Ouverture avec la ministre de l'Écologie, clôture ce soir avec le ministre de l'Agriculture. Et entre tout cela, nos échanges sur les différentes thématiques, dont le biogaz ce matin. Alors, je vais inviter à me rejoindre sur scène les experts dont a parlé Cyril Le Picard pour ce sujet, avec une première partie d'entre eux. J'ai nommé Catherine Coulon, directeur développement méthanisation de Veolia Environnement. Catherine Foulonneau, déjà citée, merci Madame Lagumina pour votre introduction, directeur stratégie et territoire GRDF. Michael Kuttner, directeur du Centre international d'expertise sur le biogaz et les bioénergies, l'IBKK en Allemagne. Marc Chevery, chef du Centre prévention et gestion des déchets de l'ADEME. Antoine Jacob, président du club biogaz. Et Olivier Bouchonneau, Agribiométhane, projet collectif d'agriculteurs dont vous avez vu quelques images tout à l'heure, en vidéo, en introduction. Et enfin Serge Verdier, directeur général du groupe Saria, avec le groupe dont il nous parlera un peu plus avant dans quelques instants, qui a entre autres activité la production de méthane à partir de déchets organiques. Bienvenue, mesdames, messieurs. Donc, monsieur Verdier qui nous rejoint, voilà, sur cette place qui reste. Alors, pour cette première table ronde, comme vous le savez, comme indiqué au programme, l'idée est de faire, comme nous avons procédé hier pour le bois énergie, à une sorte de point d'étape, comme cela est fait chaque année à l'occasion de ce colloque, non pas pour revenir sur un passé récent, mais pour plutôt nous donner quelques éléments de données récentes, actuelles sur le développement du biogaz, du développement de la filière. Madame Lagumina disait que c'est une filière qui est encore un bébé, notamment pour ce qui concerne les techniques d'injection, par exemple, mais on sent que les choses commencent à bouger, même si elles sont peut-être un petit peu plus lentes qu'on pourrait l'espérer parfois. La grande question est de savoir si on peut confirmer que l'horizon se dégage en France, semble se dégager. Nous aurons l'occasion de faire quelques comparaisons avec l'Allemagne, puisque M. Kuttner est ici pour cela, pour nous faire part un petit peu du développement en Allemagne, pour que nous puissions nous situer. J'ai envie de commencer par Mme Coulon, si vous le voulez bien. Je vais vous demander à chaque fois que je vous nomme de bien vouloir vous saisir d'un micro. Pourquoi je me permets de vous interroger, Mme Coulon? Parce que non seulement, effectivement, vous avez des projets en France, mais ce qui nous intéresse, c'est de faire un petit peu ce tour d'horizon européen, pour commencer. Un état des lieux des projets en Europe. Vous êtes l'un des acteurs importants dans le domaine. Alors, comment se situe votre entreprise, Veolia en particulier, dans ce contexte européen? Et je vous laisse éventuellement nous faire part déjà, peut-être à ce stade, de quelques différences, de quelques comparaisons avec le biogaz en France. Bonjour, ça marche, oui. Et merci donc de m'avoir proposé de participer à cette table ronde. Et donc dans cette configuration, je porte la voix d'un des grands industriels. Nous ne sommes pas le seul présent sur cette filière du biogaz énergie. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que la France a la chance d'avoir effectivement des industriels de grande envergure qui peuvent apporter leur savoir-faire dans tous les
domaines de la chaîne de valeur de ces projets-là. Parce que les projets de biogaz, comme on va le voir, comme vous le savez certainement tous déjà, ce sont des projets qui sont très fédérateurs, qui nécessitent de rassembler beaucoup d'acteurs. Parce que c'est ça qui fait aussi leur charme, leur complexité. Et donc Veolia peut être un de ces fédérateurs, mais encore une fois, nous ne sommes pas les seuls. Et ce qui est important, c'est de bien avoir en tête que pour que des projets de grande envergure naissent, puisque nous, par notre taille, notre organisation, c'est quand même sur les projets de grande envergure qu'on se positionne. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que ceux-là qui comptent, mais il y a une diversité, et puis chacun sa place. Nous, la nôtre, elle est plutôt sur les projets de grande envergure. On a besoin de fédérer la présence et des acteurs qu'ils soient de différentes origines, puisqu'il faut fédérer des acteurs producteurs de déchets ou de coproduits méthanisables. Donc, ils peuvent venir du monde agricole, du monde de la grande distribution, du monde de l'industrie agroalimentaire ou d'autres secteurs encore. Et avec, je dirais, cette palette d'acteurs, réussir à créer des projets à l'échelle des territoires. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle mondiale, et pas uniquement d'ailleurs à l'échelle européenne, c'est un type de projet qui est appelé à un certain essor, dans la mesure où les études montrent que la taille moyenne au niveau mondial des installations de méthanisation est appelée, selon les prospections et les prospectives qui sont faites, à croître. Donc, ça veut dire qu'il y a un bel avenir pour les installations de type territorial de grande envergure, celles dont nous sommes acteurs. Donc, les facteurs clés de succès sont cette capacité à fédérer et puis à entraîner cette famille d'acteurs ensemble pour de grands projets. Pour revenir à ma question initiale, quand je vous parlais de l'horizon tel qu'il se présente pour les projets en France, est-ce que vous avez le sentiment qu'avec les annonces récentes notamment, les choses sont appelées à s'accélérer ? Est-ce que vous le sentez ainsi ou est-ce que vous y voyez encore quelques obstacles sur lesquels nous pourrons revenir ? Et j'insiste sur le fait qu'il y aura une table ronde spécifiquement consacrée ensuite à ces freins et à ces facteurs clés de succès. Mais vous pouvez déjà nous laisser entrevoir peut-être au niveau européen et comment la France se situe. Oui, alors la France est peut-être partie un peu plus tard qu'un certain nombre d'autres pays, donc c'est aussi une chance pour nous de pouvoir tirer les leçons et les enseignements de ce qui se fait ailleurs. On voit qu'il y a une certaine accélération dans la volonté politique et donc dans la réglementation pour booster cette position et l'essor de ce marché sur le territoire français. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Ce qui me semble important, c'est, comme je viens de le dire, c'est qu'on retienne bien les leçons aussi de ce qui s'est fait dans les autres pays. Parce que si vous regardez un peu plus précisément, on se rend compte que dans les autres pays, il y a eu à certains égards des situations qui engendrent des choses qu'on voit aujourd'hui, des sites qui sont en faillite, par exemple. Et donc, je ne dis pas que ça représente tout, mais il faut quand même en tenir compte et se dire que ce qui est important comme facteur clé de succès, c'est d'assurer de la visibilité et de la pérennité. Et donc d'être vigilant à ne pas créer de bulles, par exemple, comme ça c'est peut-être vu dans certains pays, pour qu'après les installations qui auront bénéficié d'aide publique puissent effectivement faire fructifier et perdurer. tout cela. Et perdurer. Enfin, ce Exactement. sont des retours d'expérience tout à fait importants, évidemment, dans l'analyse générale. Alors, je voulais commencer par la perception d'un opérateur tel que vous le représentez aujourd'hui. Bien évidemment, chacun pourra compléter avec sa propre perception de l'état des lieux. Mais pour continuer un petit peu ce tour d'Europe, je vais me tourner vers M. Kuttner pour lui demander de nous faire aussi un petit état des lieux synthétique de la méthanisation et du biogaz en Allemagne, dont nous avons un certain nombre d'informations régulièrement. Qu'en est-il vraiment aujourd'hui ? Quelles sont les évolutions récentes dans cette bioénergie ? In Deutschland hatten wir eine sehr
große Entwicklung. Wir haben jetzt 9200 Biogasanlagen zusammen mit den industriellen Biogasanlagen und Abwasserbiogasanlagen, in der Landwirtschaft allein 7800 Anlagen. Donc en Allemagne, l'évolution a été très forte. Nous avons 9200 installations de biogaz avec les installations industrielles et les installations d'eau usée. Rien que dans le domaine de l'agriculture, nous avons 7200 installations. Das bedeutet, 17% der Haushalte erhalten Strom aus Biogasanlagen. Cela veut dire que 17% des ménages sont alimentés en courant électrique à partir des installations de biogaz. Wir ersetzen damit etwa den Strom von 4 Atomkraftwerken. Die deutsche Regierung hat ja beschlossen, aus der Atomkraft auszusteigen und die Energiewende einzuleiten. Und das ist mit ein Baustein, Biogas ist mit ein ganz wichtiger Baustein in diesem Puzzle zur erneuerbaren Energien oder im Mix der erneuerbaren Energien. Donc, on peut dire que nous remplaçons actuellement 4 centrales nucléaires avec le biogaz. Le gouvernement a décidé d'abandonner totalement l'énergie nucléaire en Allemagne dans le cadre de la transition énergétique. Et on peut dire que le biogaz est un module très, très important dans cette transition énergétique et dans ce puzzle des énergies renouvelables. Donc avec majoritairement une utilisation pour l'électricité, donc globalement. Ja, im Wesentlichen für die Stromversorgung. Wir haben zudem etwa 130 Gaseinspeiseanlagen, also Biomethananlagen, die etwa einen ganz kleinen Teil des Gases produzieren. Wenn wir allerdings alle Biogasanlagen zusammennehmen würden und die Gasmenge zusammenfassen, die total produziert würde, könnten wir heute schon 15% unseres Gasverbrauches realisieren. Aber wir müssen natürlich das Biomethan aufbereiten. Oui, essentiellement, il s'agit d'alimentation en électricité. Nous avons déjà 130 installations d'alimentation en gaz, c'est-à-dire surtout biométhane, évidemment. Donc, nous produisons actuellement une petite partie en gaz, mais toutes les installations de biogaz aujourd'hui correspondent à déjà environ 15% de la consommation totale de gaz en Allemagne. Mais bien entendu, le biogaz devrait être transformé en biométhane. Très bien. J'avais une petite question donc, sur le plan de la ressource. Quelles sont les principales matières premières utilisées pour la production? Et puis, est-ce que vous avez des données concernant les dimensions moyennes ou les extrêmes entre les différentes installations? Voilà, pour terminer sur quelques statistiques, pour ceux qui dans la salle ne connaîtraient pas ces chiffres, et pour nous permettre de comparer avec la situation en France. Seit 2004 haben wir eine besondere Förderung für Energiepflanzen. Deswegen ist der größte Teil der Anlagen wird mit Energiepflanzen betrieben, hauptsächlich Mais, Getreide, Silagen und Gras, aber auch Mist und Gülle. In der Land sind also landwirtschaftliche Anlagen. Depuis 2004, nous utilisons des plantes énergétiques, mais la plus grande partie est exploitée avec du maïs, des ensilages de céréales, des herbes et également du lisier, donc des produits agricoles.
Die Durchschnittsgröße der Anlagen liegt etwa bei 400 Kilowatt, wobei die kleinsten Anlagen anfangen bei 7 Kilowatt, die größte Anlage bei 54 Megawatt. La dimension moyenne des installations est de 400 kW. La plus petite, une dimension de 7 kW et la plus grande, 54 MW. Merci, Monsieur Kuttner. Je vous reviendrai vers vous dans une deuxième partie, peut-être sur les prospectives, hein, les perspectives et la prospective que nous pouvons faire, aussi bien en France qu'en Allemagne. Mais on va continuer ce tour de table, évidemment, avec une illustration en France récente, très médiatisée, Monsieur Bouchonneau, puisque ça a été rappelé, vous venez d'inaugurer votre installation donc montée. Vous allez nous expliquer pourquoi et comment à travers cette société Agribiométhane, qui est en fait une association de partenaires agriculteurs au départ. À titre d'exemple, nous l'avons vu tout à l'heure à travers les images en introduction, c'est justement votre installation qui vient d'être inaugurée il y a quelques jours. Bon, je vous laisse nous en dire un petit peu plus peut-être pour ce qui ne figure pas dans le film, c'est-à-dire la genèse du projet, si vous souhaitez y revenir un petit peu rapidement sur la façon dont ça s'est passé. Parce que cette notion de temps et de vitesse d'instruction des dossiers est importante, elle fait partie du discours de la ministre hier, elle intéresse évidemment beaucoup de monde aujourd'hui, donc vous pouvez nous donner peut-être quelques indicateurs sur ce point. Bien, bonjour à tous. Olivier Bouchonneau, je suis donc éleveur de porc à Cholet, donc à une cinquantaine de kilomètres de Nantes. Donc la genèse de ce projet, c'est en fin de compte, on est 4 exploitations agricoles, on est tous voisins et sur notre territoire, on a un fort développement, je dirais, agricole, mais aussi industriel. Et pour nous, les plans d'épandage, ça a été d'abord la base de notre réflexion, ce sont nos problématiques de plans d'épandage. Puisque moi, je suis producteur de porc et mes collègues sont tous éleveurs laitiers. Et donc, je dirais, il y a 4-5 ans, avec un de mes collègues, on s'est mis un peu dans cette démarche de recherche, quelle solution. Et donc, on entendait parler de la méthanisation, un peu, c'était vraiment la solution miracle. Et très vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas la solution, puisque nos premières études nous montraient qu'on avait toujours une problématique de plan d'épandage et on avait surtout une non-valorisation, je dirais, de la chaleur, puisqu'on était sur un projet électrique. Donc, tout simplement, on a refermé le dossier et puis on s'est dit, tant pis, quoi. Et il y a 2 ans et demi, donc un de nos bureaux d'études nous a relancé en disant il y a un décret qui va arriver, on va pouvoir injecter le gaz dans le réseau. Et il a regardé la cartographie, je dirais, des réseaux et par chance, nous avions quasiment tous dans nos parcelles le tuyau de gaz qui passait, quoi. Donc, pour nous, ça a tout de suite été un élément déclencheur. On a dit, on redémarre les études. Donc, il y a 4 ans, ça fait 4 ans qu'on en parle. Et donc, depuis 2 ans et demi, on s'est remis autour de ce dossier. Et donc, après, je dirais beaucoup de tracas, d'incertitudes, de difficultés. Le 18 avril, nous avons injecté le premier gaz dans le réseau. Et donc, il y a 15 jours, nous avons eu le plaisir de recevoir le ministre ministre de l'Agriculture pour inaugurer pour l'inauguration. Pour revenir à cette initiative, donc elle vient de vous. C'est vous qui aviez déjà investigué et imaginé une première fois un premier projet. Vous avez finalement été pionnier quelque part avec l'injection, puisque du coup vous avez dû, je n'irais pas essuyer les plâtres, mais enfin découvrir un certain nombre de procédures au fur et à mesure que vous avez instruit le dossier en quelque sorte. Dans les grandes étapes dont vous vous souvenez aujourd'hui, quels ont été les moments décisifs et pourquoi vous avez continué à aller de l'avant, à partir de quel moment vous avez dit allez hop on y va et on termine le projet? Disons que je suis associé avec, donc j'ai dit on était 4 exploitations. En tout, c'est 10 agriculteurs. Et je dirais,
entre Damien, le président de la SAS, avec qui on a démarré l'aventure, et mes autres collègues, on a une certaine... Comment dire ? On va de l'avant. On aime bien relever les défis. Et celui-ci, je dirais, on a quand même eu, je dirais, des moments de découragement, des moments d'incertitude, puisque le dossier ICPE, c'est 30 kilos de papier. C'est des questions qui est-ce qu'on va pouvoir vraiment injecter, puisque au départ aussi, ce qui compte, c'est la consommation du réseau. Et les premières études qui étaient faites, de mi-juin à mi-septembre, nous ne pouvions pas injecter, puisque, si vous voulez, il y avait un minimum de gaz qui venait donc du gaz acheté par GRDF, et le nôtre ne pouvait pas venir, puisque sur Mortagne, nous avions une faible consommation. Donc là, heureusement, les études, on a réussi à avancer, et on va réussir à injecter toute l'année, quoi. Donc c'était déjà ça, un premier frein qui était levé. Le dossier ICPE, avec la crainte d'avoir des associations, parce que là, en introduction, j'entendais qu'on devait simplifier les démarches administratives, mais je crois qu'il faut être aussi réaliste. Et je le dis, aujourd'hui, le développement de ce type de projet, son frein, c'est les associations qui, pour un oui ou pour un non, ont tous les recours possibles pour bloquer un projet. Et ça, je trouve ça vraiment grave, puisque par principe de précaution, on va arrêter de continuer l'instruction du dossier, on va le mettre en attente. Et moi, j'ai des collègues où aujourd'hui se posent la question de savoir s'ils doivent continuer y aller ou pas, en fonction des menaces qui se présentent. Alors, par chance, vous n'avez pas été concerné. On n'a pas été concerné, non. On n'a pas été concerné. Donc après, on a eu l'autre levier, et là où c'est aussi une autre grosse bataille, c'est les banques. Ça aussi, je reviens encore, principe de précaution. Ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas d'éléments de recul et d'éléments statistiques pour pouvoir par principe, évaluer le projet. Voilà. Donc là aussi, il a fallu être très convaincant. Très convaincant, ouais. Et surtout, nous, on s'est mouillé personnellement à certains moments, quoi. Merci Monsieur Bouchonneau. Alors je vais vous proposer de passer la parole à Madame Foulonneau de GRDF. Vous êtes impliquée, s'il en est, parmi les acteurs du projet. Je vous laisse peut-être continuer sur le projet de Monsieur Bouchonneau dans un premier temps, si vous le souhaitez, et puis plus largement nous faire cet état des lieux également de la situation en France. Où en est-on des évolutions pour ce qui concerne les projets de méthanisation? Est-ce que des réinjections semblent ouvrir de nouveaux horizons, et si oui, dans quelle proportion? Donc oui, le projet de M. Bouchonneau, le projet Agribiométhane, est c'est notre 4e projet qui injecte dans le réseau. Et comme il l'a dit, il a vraiment essuyé les plâtres. Et c'est encore pour l'instant une découverte pour nous, puisque à chaque fois, c'est une nouvelle installation, un nouveau type d'épurateur. Il faut faire... on apprend encore. C'est une filière toute neuve. En même temps, on est très fiers. Comme l'a dit Sandra, on en aura une 5e la semaine prochaine. Encore en Seine-et-Marne. Donc petit à petit, on se construit. Alors pour l'instant, ce sont des projets qui sont partis avant. Ce sont des gens qui avaient déjà fait des études avant, parce que le délai moyen pour faire un projet, c'est plutôt 4 à 5 ans. Donc nous, ce qu'on voit, c'est qu'on aura plutôt des projets l'année prochaine et l'année d'après, puisque les décrets sont sortis fin 2011, et il faut bien 4 à 5 ans. En route, ouais. Le projet moyen, c'est souvent des regroupements d'agriculteurs. Un agriculteur seul, il n'arrive pas à aller au bout du projet, parce qu'il faut sécuriser les intrants sur 15 ans, parce que c'est un investissement très lourd. Donc il se regroupe entre agriculteurs. Souvent, c'est difficile entre agriculteurs, ils ont beaucoup de mal. Donc souvent, la collectivité locale arrive et amène, par exemple, du foncier, les déchets de tonte de pelouse, les déchets des cantines. Et puis, elle amène des industriels. Comme là, vous avez aussi un industriel qui vous amène des déchets, qui amène d'autres types de déchets, souvent plus méthanogènes. Et voilà. Et c'est un projet territorial. Et nous,
sur nos projets. Je ne sais pas s'il y a une diapo, je ne sais pas si vous avez souhaitez amené, une illustration éventuellement, voilà. Voilà, sur nos projets, donc vous voyez sur nos 406 projets qu'on a à peu près, donc on a 145 études en cours de faisabilité et puis 69 études détaillées. Donc l'étude détaillée, on est vraiment au stade de l'avant-projet. Sur tous ces projets, notre débit moyen, il est de 250 mètres cubes heure et c'est vraiment des projets, des beaux projets, des projets qui font le plus du double du vôtre, quoi, hein. Donc voilà, c'est des gros projets parce que ce sont des projets territoriaux. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a tous la même ferveur, la même envie d'arriver, et c'est toujours des porteurs de projets vraiment engagés, comme M. Bouchonneau, et ça motive tout le monde, et même au sein de GRDF, tout le monde, les techniciens, les exploitants, ceux qui font les études, ceux qui accompagnent d'un point de vue tout le monde se relève les manches. Tout le monde se relève les manches pour les accompagner. Par rapport à l'éligibilité de vos projets, est-ce que vous vous êtes déjà donné des critères de faisabilité, par exemple par rapport à distance de raccordement, des choses comme ça? Est-ce que vous avez déjà avancé sur la question ou est-ce que vous en êtes encore au stade de l'évaluation? Non, en fait, nous, on accueille tous les projets qu'on peut accueillir. C'est-à-dire que notre objectif, de toute façon, c'est une obligation. Si même la directive européenne l'impose, nous devons raccorder tous les projets qui se présentent si c'est possible. Le problème, c'est celui qu'évoquait M. Bouchonneau, c'est que souvent les consommations ne sont pas assez importantes sur le réseau pour pouvoir injecter. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on est à disposition des porteurs de projets pour qu'ils nous contactent et puis qu'on essaie de trouver avec eux le meilleur emplacement pour pouvoir régler le problème, comme l'a dit M. Bouchonneau. Et on travaille sur des cartes de potentiel où on pourra savoir comment injecter. Merci Madame Foulonneau. Je vais me tourner vers Monsieur Cheverry pour continuer cet état des lieux et notamment en termes de gisement. On a entendu en Allemagne quelles étaient les matières premières utilisées principalement. On sait qu'une grande partie provient des cultures énergétiques. Destination aussi en termes de production électricité principalement. Où est-ce qu'on en est en France? Vous avez étudié par le menu les gisements potentiels en France. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelles sont les données que vous pouvez nous amener à partager à cette occasion? Bonjour. Contrairement à ce qui a été dit, je suis le chef du service mobilisation et valorisation des déchets et les mots ont de l'importance puisqu'on est en plein dans le cœur de notre sujet. Juste peut-être pour revenir à une des premières questions, y a-t-il une dynamique en France? L'ADEME a financé aujourd'hui, sur la période 2008-2013, la quasi-totalité des installations de méthanisation, soit un peu plus de 360 installations de méthanisation financées par l'ADEME. Et en termes de dynamique, 3 installations en 2009, 100, un peu plus de 100, 110 en 2012 et autour de 100 en 2013. Donc on est vraiment sur une dynamique positive, importante, une croissance importante. Et par rapport au sujet qu'on vient d'évoquer, aucune installation d'injection en 2010. Nous en avons financé, qui verront le jour dans les années à venir, 15 en 2013. Donc on en a 4 aujourd'hui, il y en a 15, enfin il y en a une douzaine d'autres dans les tuyaux. Donc on est sur des dynamiques. Par rapport à votre question, comme Madame Lagumina l'a évoqué, on s'est penché essentiellement sur les questions de gisement de substrats mobilisables pour alimenter la méthanisation. Et on l'a fait très volontairement dans l'optique de ne pas intégrer de culture dédiée à la production d'énergie. Donc on n'a pas intégré de maïs, on n'a pas intégré de céréales, on a juste regardé quels étaient les gisements d'effluents d'élevage, donc les lisiers, les fumiers, mobilisables, parce qu'ils ne sont pas tous mobilisables, regarder quels sont les sous-produits de culture qui peuvent rester au champ ou qui ne sont pas aujourd'hui valorisés en alimentation animale ou dans d'autres usages, et bien sûr aussi les déchets des ménages, les boues de stations d'épuration. Et on a projeté cette vision à l'horizon 2030 et 2050. Très concrètement, à l'horizon 2050, le gisement mobilisable avec le périmètre que j'ai évoqué, c'est un peu plus de 130 millions de tonnes en gisement humide, mais c'est considérable. Et c'est à 85% des matières qui proviennent du monde agricole. Hors culture. Hors culture. Voilà. Donc ça vous donne le potentiel qui existe. Ce potentiel il est réparti de manière très inégale en fonction des régions.
en fonction des spécificités d'élevage, de culture, etc. Mais il existe, et il est considérable, le gisement des déchets d'entreprise ou déchets ménagers, c'est environ 15%, dont à peu près la moitié qui provient des collectivités locales et la moitié du monde de l'entreprise. Par rapport à ça, ça représente un potentiel de production de biogaz en énergie primaire de 70 terawatts. Et dans nos projections à 2050, nous estimons que la moitié de ce potentiel fera l'objet d'injections directes après épuration dans les réseaux de distribution gaz. Pour les raisons qui ont été évoquées, c'est que la meilleure valorisation énergétique du biogaz reste l'injection et l'utilisation directe de ce gaz, l'épuration ayant un rendement très bon puisqu'on perd très peu de gaz. Juste peut-être pour finir, un gisement important, un potentiel énergique important, mais avant tout, cela veut dire que ce sont des gisements de matière organique et on a parlé d'implantation territoriale. Et ce qui importe dans la méthanisation, c'est à la fois de valoriser au mieux l'énergie du biogaz, mais aussi de valoriser au mieux le digestat, donc le résidu qui est riche en matière organique, qui est riche en éléments fertilisants et qui peut apporter là aussi une contribution très efficace d'un point de vue environnemental à la valorisation de sous-produits ou de déchets et à enrichir les sols. Dernier élément, c'est un élément de vigilance. Je suis dans une association, dans un établissement en charge de l'environnement. C'est les fuites de gaz. La moindre fuite de biogaz sur une telle installation pénaliserait le bilan gaz à effet de serre d'une telle installation et donc une grande vigilance dans l'usage, dans l'exploitation de ces installations, si on veut regarder un peu globalement d'un point de vue environnemental. J'imagine, dans vos simulations, que vous avez tenu compte également, enfin, sur les aspects techniques, des rendements des différentes matières premières. Je ne sais pas si nous aurons le temps d'y venir, mais comme on le sait, pour la faisabilité de certaines installations, il est souvent question de l'origine de la matière première. Et je crois savoir, Monsieur Bouchonneau, sauf erreur d'ailleurs, que vous l'avez dit, et ça a été présenté dans le film tout à l'heure, vous mélangez des matières qui proviennent de l'extérieur des exploitations pour un meilleur rendement et une meilleure productivité. Oui, tout à fait. Il y a 16 000 tonnes qui viennent de nos exploitations agricoles et on rentre 5 000 tonnes de déchets agroalimentaires. Et si vous permettez, un autre chiffre qui va nous intéresser, c'est pour imaginer la dimension d'une installation comme la vôtre, c'est vous avez coutume de traduire votre production en bouteilles de gaz. Vous savez, les bouteilles de 13 kilos là. Donc ça nous permettra de fixer un petit peu les idées. Oui, c'était en préparant notre inauguration, on se disait, on parle de normomètres cubes. Et donc, si vous voulez, le samedi, on avait la population, et nos voisins, nos amis qui venaient. Beaucoup nous disaient qu'est-ce que ça veut dire des normomètres cubes. Donc on a converti ça en bonbonnes de gaz de 13 kg, là, les bonbonnes bleues. Donc on en produit 85 par jour. 85 bouteilles comme la bouteille standard de 13 kg qu'on trouve dans les stations-service. C'est facile à se rappeler, c'est le même numéro que la Vendée, 85. Eh ben voilà, c'était fait pour probablement. Merci Monsieur Bouchonneau. Monsieur Verdier, je me tourne vers vous pour une autre illustration. Je vous laisse à la lumière de ce que vous avez entendu jusqu'à présent, compléter avec d'autres éléments éventuellement, nous donner quelques éléments sur votre propre activité, vos installations, où sont-elles, quelles sont-elles. Voilà, je vous laisse nous décrire votre métier et en quoi vous êtes concerné dans cette filière. Oui, c'est bon. Oui, bonjour à tous. Donc, merci de me donner la parole. Donc, le groupe Saaria, notamment par son activité sous le nom Bionerval, est là donc pour collecter, prendre en charge les biodéchets dont M. Cheveri a parlé. Et je confirme que l'ADEME a bien soutenu les 4 unités de méthanisation que nous gérons aujourd'hui en France. Pour donner quelques chiffres, on injecte aujourd'hui de l'ordre de 1 million de kilowattheures par semaine et on traite à peu près annuellement de l'ordre de 150 000 tonnes de biodéchets. Ces biodéchets ayant des sources diverses, que ce soit des déchets de l'industrie agroalimentaire, que ce soit des invendus de grande surface, un petit peu de déchets de cantine, même si aujourd'hui ça reste encore embryonnaire, et puis également des déchets d'élevage. Tout ça, ça dépend de la localisation des sites, puisque
quelle que soit la taille du projet, que ce soit un petit projet, que ce soit un gros projet, une unité de méthanisation est nécessairement et intrinsèquement un projet territorial qui s'inscrit dans un territoire, quelle que soit sa taille. Peut-être que je pourrais ajouter, c'est par rapport aux difficultés, puisque nous, notre premier kilowattheure injecté date de mai 2010. À l'époque, l'injection de gaz naturel n'était pas possible. Et donc voilà, on a cette première expérience donc de maintenant 3-4 ans. Et donc la vie n'est pas simple, hein, d'accord. L'inauguration est un bon moment, mais la vie ensuite n'est pas simple et on rencontre tout un tas de difficultés qui sont aussi un petit peu inhérents à la création d'une activité nouvelle, hein, puisque la méthanisation, ce n'est pas du photovoltaïque, ce n'est pas de l'éolien, ou pour faire simple, et il y a sûrement des collègues éoliens ou photovoltaïques dans la salle, où une fois que le panneau est mis et que soit il y a du soleil, soit il n'y en a pas, une fois que l'éolienne est montée, soit il y a du vent, soit il n'y en a pas, la méthanisation, c'est une attention de tous les jours. Et ça nécessite une alimentation quotidienne. Les petites bêtes, hein, les bactéries, puisque c'est un traitement biologique, travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut en prendre soin tous les jours, comme le disait. C'est une forme d'élevage, hein, quelque part, monsieur. Exactement, c'est une forme d'élevage, tout à fait. Et comme partout dans le monde du vivant, avec tous les aléas que l'on connaît. Voilà. Donc peut-être pour revenir sur quelques autres points qui ont été mentionnés. Nous avons 4 sites, hein, je l'ai indiqué. Ces sites nous appartiennent soit en propre, soit en partenariat. Je reprendrai le mot d'un collègue de Veolia. Oui, il faut savoir fédérer, ou il faut essayer de fédérer. Et là, c'est vraiment un des challenges peut-être qui sera abordé dans la table ronde d'après, où il ne faut pas chercher à opposer les différents modèles de méthanisation. Hein, on parle traditionnellement de méthanisation à la ferme, de méthanisation collective, de méthanisation industrielle. Il ne faut pas chercher à opposer un modèle par rapport à l'autre. Nous sommes une filière naissante et cette filière, elle doit être ensemble, pour travailler ensemble, pour que c'est ensemble que nous ayons des succès. Pourquoi avons-nous des difficultés à trouver des financements? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'histoires à succès. Donc, nous ne souhaitons pas avoir nous ne souhaitons pas utiliser, en tout cas, de maïs. Hein, c'est pas le modèle français aujourd'hui, en tout cas. Pour autant, donc, nous avons à créer notre propre modèle, et notre propre modèle, je pense, c'est ma conviction, passe par le fait de travailler ensemble. Ça va aussi ensemble en termes de mode de valorisation du biogaz. Là, on est en train de dire l'injection a des avantages puisque on n'a pas de problématique de valorisation de la chaleur, c'est 100%, on va dire, pour faire simple. C'est pas tout à fait ça, mais 98% de la valeur énergétique qui peut être valorisée. Mais il peut y avoir des endroits où pendant l'été, où il y a besoin de moins de biogaz, moins de gaz, il y a un problème. Aujourd'hui, avoir sur un site de la valorisation en cogénération et de la valorisation en injection, alors c'est possible, mais pas quand on a commencé à faire, mais pas de manière économiquement viable quand on a commencé avec un modèle et qu'on veut passer à l'autre, ou que l'on veut faire un peu des deux. Il faut l'intégrer dès le début du projet. D'après vous, voilà, mais quand on a commencé il y a 3 ans, ça n'existait pas. Et donc aujourd'hui, on se dit, non, c'est pas possible. Alors on va dire si c'est possible, mais dans des conditions économiques qui ne sont pas acceptables. Donc voilà, vraiment mon message, c'est méthanisation, c'est pas simple. Il ne faut pas chercher. Nous devons chercher la complémentarité des projets. Nous sommes des filières naissantes. Pour l'ensemble des parties prenantes, que ce soit collecteurs de déchets, que ce soit agriculteurs, que ce soit utilisation du digestat. Encore une fois, M. Chevalier l'a également souligné, hein, la valorisation du digestat est un élément déterminant. Hein. Aujourd'hui, par exemple, on réduit les périodes de plan d'épandage. Là aussi, ça fait partie des contraintes qui rencontrent également le monde agricole. Et donc, une unité de méthanisation qui a fonctionné depuis, mettons, 3 ans, qui se trouve par rapport à une problématique de changement de réglementation sur son épandage, elle va se dire, tiens, peut-être que je peux utiliser ma chaleur pour essayer de concentrer mon digestat et pour pouvoir l'exporter un peu plus loin, pour en faire un produit plus riche, qui soit plus rapidement épandable, quand même, de telle manière que je puisse utiliser la fenêtre de tir qu'il m'est encore donnée pour épandre mon produit. On va lui dire, mais c'est pas ça que vous aviez prévu initialement. Il y a 3 ans, quand vous vous êtes lancé, vous n'avez pas prévu ça. Donc je ne suis pas sûr que je vais considérer votre chaleur comme une chaleur éligible. D'accord ? Alors, c'est pas certain, mais nous avons besoin
d'une meilleure compréhension et d'une meilleure agilité, et encore une fois d'une meilleure collaboration entre l'ensemble des acteurs. Et l'ensemble des acteurs, c'est pas seulement l'agricole, c'est pas seulement le détenteur de déchets, c'est pas seulement le collecteur, c'est pas seulement l'énergéticien, c'est aussi bien sûr l'ensemble des autorités de tutelle. Et bien sûr aussi bien l'ensemble des voisins qui peuvent être parfois dont nous avons la charge d'assurer également une bonne communication et de bonne, comment dit-on, d'avoir le bon niveau de communication pour que notre activité soit comprise. C'est une activité nouvelle qui fait peur. Hein, comme on disait, il y a du gaz. Hein. Qu'est-ce qui va se passer, quoi, hein, voilà. Merci, Monsieur Verdier. Alors, Monsieur Jacob, c'est pas simple. Hein. Je proposais de vous donner un petit peu le dernier mot pour ce tour d'horizon après avoir entendu les différents intervenants. Vous êtes président du club Biogaz, je le rappelle. On a parlé de nécessaire stabilité, d'une bonne visibilité pour entrevoir des projets à long terme. Monsieur Verdier vient de parler d'une nécessaire agilité de la part des acteurs pour pouvoir s'adapter. Combien de temps ça va durer? Enfin, quelles sont vos aspirations en la matière? Je vous laisse rebondir sur ce que vous avez entendu de manière très libre, non pas en guise de synthèse, mais si vous le souhaitez, pour effectivement mettre l'accent sur ce qui vous paraît essentiel de retenir à ce stade. Très bien, merci. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche, très bien. Bonjour. Oui, donc on a effectivement affaire à une filière qui est en croissance importante en France, qui est largement accompagnée par les pouvoirs publics. Hein, les discours politiques, notamment d'hier, font voir qu'effectivement, il y a une véritable, une nouvelle compréhension de la filière, en tout cas, et de ses enjeux en termes d'électricité, mais également à travers le plan EMA en termes d'agriculture, le plan azote, le retour au sol, la proximité, etc. Donc aujourd'hui, je pense qu'en quelques années, on a une grande évolution dans la compréhension de l'intérêt de la filière, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore. Hein. Quand on voyait des groupes de travail à l'Assemblée nationale, par exemple, les gens connaissaient bien le bois, l'éolien, le photovoltaïque qui avait défrayé la chronique, etc. Mais pas tellement la méthanisation. Donc aujourd'hui, on a cette chance d'avoir en face de nous le monde politique, les administrations, les gestionnaires de réseau, on l'a vu, qui comprennent bien l'intérêt de cette filière. Maintenant il faut l'aborder aussi en toute lucidité par rapport au fait qu'on n'en est quand même qu'au début. On l'a vu, hein, l'Allemagne, près de 60 TWh, l'Angleterre, un peu plus de 20, l'Italie, 12, et la France, 4 TWh, aujourd'hui valorisés. Un gros potentiel, on le voit, GRDF qui montre qu'il y a 400 demandes, donc ça montre bien qu'il y a une mobilisation des acteurs, que le gisement est disponible. Hein, c'est ce qu'a aussi dit l'ADEME à travers les 70 TWh disponibles en termes de gisement, les 130 millions de tonnes agricoles sans aller chercher effectivement de culture énergétique. Donc voilà. Maintenant, il nous reste un grand pas quand même à faire, effectivement en termes notamment de lisibilité. Alors la lisibilité, elle joue sur divers aspects. Déjà, les aspects d'accompagnement administratif. Nous, on a apprécié les évolutions PAMI unique, dont il faut essayer de l'étendre à l'ensemble du territoire dès qu'on aura les premiers retours, parce qu'il est effectivement nécessaire de simplifier les démarches pour les opérateurs. Il est nécessaire aussi d'avoir des démarches très claires entre les régions. On s'aperçoit que d'une région à l'autre, les interprétations peuvent être un peu différentes, donc c'est pas très très simple pour les porteurs de projets. Donc il faudrait des guides méthodologiques sur le montage des dossiers ICPE notamment. Il faudrait faciliter l'accès au financement et avoir une bonne lisibilité sur la durée, notamment sur la disponibilité des subventions. Les pouvoirs publics ont fait le choix qui nous semble tout à fait rationnel, de concilier à la fois des tarifs et à la fois des subventions qui viennent en complément des tarifs. Ce qui est unique aujourd'hui sur les aspects des énergies renouvelables qui produisent des énergies pour les réseaux, puisque l'éolien ne bénéficie pas de subventions, les tarifs suffisent, le photovoltaïque en a bénéficié, mais les tarifs sont quand même suffisants pour faire des choses. La méthanisation, le choix des pouvoirs publics, c'est de concilier les deux, parce qu'il y a une nécessité de pouvoir gérer le financement public et l'accès au soutien tarifaire par une discrimination des projets, puisque, on l'a vu, les tailles, les typologies de projets peuvent être très très différents les uns des autres. Il est nécessaire de pouvoir valider en fait chaque projet. Il y a trop de typologies de projets possibles pour considérer qu'un tarif unique permette de bien gérer l'apport en soutien public. Voilà. Donc, mais par contre, il faut cette lisibilité sur les subventions. L'ADEME fait part du fait qu'il y a eu 30 millions
millions d'euros dépensés les exercices suivants. Notre souci, c'est de savoir ce qu'il va y avoir les années suivantes sur les objectifs 2020 et comment ces subventions même pourraient être amenées à croître sur le fonds chaleur et le fonds déchets pour pouvoir pallier à l'augmentation des installations sur les objectifs 2020. Aujourd'hui, le panel des installations, hein, il y a à peu près 380 à 400 installations en France, mais ce qu'il faut bien voir, c'est la discrimination des typologies de projets. On a à peu près 90 projets qui sont sur des centres d'enfouissement technique, les ISDN. Il y a 80 installations industrielles, mais vraiment industrielles. Hein, on ne parle pas là de collectifs avec des mutualisations comme le disait M. Verdier, là c'est vraiment dans les industries. Il y en a 60 sur les stations d'épuration. Aujourd'hui, on en a à peu près 140, 150 d'installations plutôt agricoles et une petite vingtaine d'installations collectives. Donc, on a à faire croître ces installations et pour arriver aux objectifs 2020, on estime qu'il faut, effectivement, c'est ce que dit le plan EMBA, mais ça dépend de la typologie et de la taille des installations, il faut à peu près en moyenne entre 700 et 1500 installations à créer d'ici 2020. Donc, une demande de fonds complémentaires sur les subventions qui ne seront pas suffisants si on reste avec les tarifs actuels à la hauteur des 30 millions d'euros disponibles. Voilà. Donc il y a tout ça à regarder. Donc moi je suis d'accord pour dire qu'il nous faut de la lisibilité. Il faut aussi de la souplesse. Donc ça veut dire qu'il faut des retours d'expérience, mais assez rapides. C'est-à-dire on ne peut pas se permettre d'attendre, compte tenu du temps de développement des projets, 3, 4, 5 ans des fois, et je ne sais pas si ça va se réduire malgré tout aussi rapidement que ça. On ne peut pas attendre que ces installations soient en service pour faire des retours d'expérience et réorienter éventuellement les soutiens. Voilà, il faut qu'on ait des retours de terrain beaucoup plus rapides que ça en phase de développement pour pouvoir adapter les modalités de développement pour aller aux horizons 2020. 2020, c'est demain. Justement, pour résumer en quelque sorte, quel serait votre tiercé un petit peu des facteurs déterminants dans l'ordre des priorités, si vous deviez faire appel au pouvoir public et aux législateurs à l'occasion de ce colloque, qu'est-ce que vous attendez de leur part pour vous donner cette visibilité dont vous avez besoin, accélérer cette phase d'amorçage qui est encore en cours? Voilà, dans l'ordre, est-ce que c'est subventions, tarifs, voilà, comment est-ce que vous classeriez les choses? Dans l'ordre, c'est déjà de redéfinir correctement les objectifs. Aujourd'hui, il y a le PNA-ENR à l'horizon 2020, et puis après les objectifs ADEME 2030-2050. Il faut arriver à bien discriminer ce que l'on veut faire. On parle de puissance électrique, mais on parle aussi globalement de terawattheure. On sait pas, on n'a pas vraiment d'objectif sur l'injection, par exemple, ou sur voilà. Donc, faut redéfinir ça. Il faut définir correctement les besoins de financement, c'est-à-dire de se mettre d'accord sur de se mettre d'accord sur des modèles d'analyse d'investissement. Nous, on estime que les investissements, c'est 3-4 milliards d'euros d'ici 2020, cumulés, ce qui laisse la place d'ailleurs à une industrie française qui pourrait se positionner sur ce marché au passage. Bon. Mais donc, il y a des investissements importants. Et donc, il faut clarifier à travers ça, dans des discussions avec les pouvoirs publics, se mettre d'accord sur des modèles qui déterminent vraiment quels sont les besoins de financement. Et après, discuter d'une répartition entre des soutiens tarifaires, des subventions, mais on a besoin d'avoir un échange et une clarté par rapport à ça, de façon à être sûr que les moyens seront au devant des objectifs. Après, une fois qu'on aura fait ça, on pourra parler. Et c'est ce qu'on a demandé, nous, en anticipation un petit peu, c'est de réfléchir à la structuration des tarifs, par exemple. Les tarifs nous semblent pas très adaptés. Ils sont intéressants, ces tarifs, hein, je ne les remets pas en cause. C'est une très belle évolution du soutien de la filière, ça n'existerait pas sans ça, mais il semble qu'ils ne sont pas tout à fait bien structurés en fonction des typologies de projets par rapport aux coûts de production réels. Il y a des effets de seuil, d'ailleurs, en termes de dimension de projet, par exemple. Est-ce que ça peut jouer ? Alors, il y a surtout une répartition du coût de production entre les investissements et l'exploitation. En fonction des tailles de projet ou des typologies, on peut avoir des installations, notamment les plus petites, qui vont potentiellement coûter au mégawatt, enfin à la puissance électrique ou gaz installé, plus cher en investissement, mais qui, du fait qu'ils s'adressent à des installations qui sont plus concentrées autour des gisements, vont entraîner éventuellement moins de transport, moins de charges d'exploitation. Voilà. Donc, globalement, nous, ce que l'on a identifié, c'est qu'il nous semble que ces effets-là qui se contredisent font qu'il n'y a pas trop d'effet d'échelle en fait sur des coûts de production en fonction de la taille, notamment. Alors que le tarif aujourd'hui, implicitement, a intégré le fait qu'il y aurait des effets d'échelle et donc a proposé une décroissance du tarif en fonction de la taille, par exemple. Donc ça,
ça reste à discuter. On a établi au niveau du Club Biogaz des modèles d'analyse qui sont contradictoires, évidemment. Enfin, nous, on propose des méthodologies de calcul. On n'est pas qu'on a toute la vérité, mais en tout cas, on propose des modèles, on propose des démarches, et on souhaite que les pouvoirs publics se mettent autour de la table avec nous, autour de nos propositions, quitte à les contredire. C'est pas le problème. Le problème, c'est à un moment donné de se mettre d'accord sur des objectifs et des moyens. Merci, monsieur Jacob. J'aurai encore plein de questions à vous poser aux uns et aux autres, mais comme vous le savez certainement, et c'est le mode d'emploi de ce colloque, je vais me tourner dans quelques instants vers la salle pour proposer une première série de questions de la part des participants qui ont certainement des choses à vous demander, peut-être plus directement, de manière plus individuelle. Mais une toute dernière question à l'attention de monsieur Jacob. Vous avez évoqué très rapidement, au passage, c'est une filière qui va créer des emplois, etc. Est-ce que vous êtes, comme nous avons essayé de nous prêter à cet exercice hier pour le bois énergie, est-ce que vous avez fait le même exercice avec des estimations d'emplois directs, indirects? Vous avez des estimations là-dessus? Oui, alors le club a travaillé là-dessus. Alors déjà sur des enquêtes qui ont été menées auprès des installations existantes, de façon déjà à connaître le nombre d'emplois. On estime à 600 emplois, par exemple, aujourd'hui autour des installations qui existent en exploitation. Hein. Et puis ça nous a permis aussi d'arriver à définir des ratios d'emploi, à la puissance installée, etc. Voilà. Donc ça nous mène à penser qu'en emploi direct, c'est-à-dire qui se répartissent entre d'une part tout ce qui est développement, études, et d'autre part exploitation, à l'horizon 2020 en emploi direct, on parle de 6-7 000 emplois. Voilà. Bon, c'est un petit peu difficile d'être précis. Maintenant, si on considère la filière dans son ensemble et les emplois indirects, c'est-à-dire la participation de l'industrie française à l'élaboration des process, on peut considérer par des ratios, hein, pareil, aujourd'hui on fonctionne comme ça, mais par des ratios d'investissement ramenés au nombre d'emplois par milliers d'euros, on peut considérer que la filière pourrait générer à peu près 16 000 emplois d'ici 2020. Voilà. Avec les emplois indirects, donc par exemple dans l'industrie, dans les études, dans les matériels peut-être aussi oui, tout à fait. Alors, on se positionne aujourd'hui clairement, le Club Biogaz et avec le CER d'ailleurs, sur la mise en place d'une réflexion globale sur comment on fait pour générer une filière française. La filière méthanisation est un peu différente de la filière éolienne, je dirais, puisque l'éolien est assez monolithique. Après, une fois que vous avez fait les raccordements électriques et les massifs sur l'éolien, vous importez, vous achetez un équipement tout fait. Il n'y a pas trop de place à l'innovation là-dedans. La méthanisation est un peu différente. La méthanisation, c'est un ensemble de composants. Alors, évidemment, il y a des composants essentiels là-dedans, mais autour de ça, on a un certain nombre d'équipements, des pompes, des vis sans fin, des tapis, ce qu'on peut trouver autour d'une installation. Et on estime aujourd'hui que l'industrie française pourrait assez facilement produire et proposer des équipements, voilà. Quitte à d'ailleurs innover par un certain nombre de choses, puisque on l'a vu, la filière française, la typologie d'installation de méthanisation en France ne sera pas la même que celle qu'on a eue en Allemagne. Donc il y aura des adaptations technologiques. Donc il peut y avoir l'ouverture non seulement à un marché national pour des industriels français, mais également du développement qui pourrait permettre d'aller à l'export, notamment en Europe, sur des typologies de méthanisation avec une spécificité française qui serait proche de celle de la France, par exemple. Voilà. Donc il est important aujourd'hui. Donc du coup, on parle beaucoup des coûts de la filière. Après, au passage, il faut remarquer qu'aujourd'hui, la filière sur la CSPE énergie renouvelable pèse à hauteur de 2,8%. Donc on n'est vraiment pas sur une problématique d'effet d'aubaine ni de risque important d'inflation, enfin d'augmentation de la charge auprès des utilisateurs, des consommateurs. On en est loin. Donc on a encore un petit peu de marge par rapport à ça. Mais alors du coup, je ne sais plus où j'en étais. Bah, écoutez, j'ai fait une digression. Ça revient là. Monsieur Verdier voulait rebondir sur cette intervention. Oui. Et on se tourne vers la salle tout de suite après. Voilà, juste pour compléter, puis pour prendre la balle au rebond, puisque la balle a été lancée, en termes de ressources et de besoins que nous avons sur la filière, comme on vient de le dire, une fois que l'unité de méthanisation est construite, et elle peut être construite par des entreprises françaises, au moins pour la partie, si ce n'est pour l'ensemble, au moins pour la partie infrastructure, il faut la faire vivre. Et donc on voit que c'est une prestation de service au quotidien. Les petites bêtes, les bactéries, elles travaillent tous les jours. Donc on a besoin de compétences également pour faire vivre l'installation. On a besoin de compétences donc pour la gérer. On a besoin de compétences pour analyser la biologie, pour mieux comprendre son évolution.
pour comprendre le pouvoir méthanogène des différentes matières, sur comment les mélanger les unes avec les autres. On a besoin de sociétés pour la valorisation du digestage. J'espère qu'on va bien progresser. C'est vraiment un des freins, là aussi, au développement des sites. On a besoin d'agronomes pour, justement, la compréhension de ce digestat, son analyse. On a besoin d'entreprises agricoles pour répandre le digestat. Donc, c'est une activité qui est créatrice d'emplois locaux. On a besoin de techniciens pour la maintenance des moteurs, si on fait de la cogénération, certainement de maintenance pour le nettoyage des installations de gaz, l'épuration, pardon, pas le nettoyage, l'épuration du gaz pour passer du biogaz au biométhane. Tout ça, ce sont des boulots, des jobs qui sont à pourvoir localement, à la proximité immédiate des unités de méthanisation. Donc, c'est du travail local, non, comment dit-on, non délocalisable. Non délocalisable. Je pense que M. Jacob a retrouvé la suite de sa phrase. J'ai retrouvé le fil. Donc je disais qu'on parlait effectivement beaucoup des dépenses, CSPE, subventions, ça. Il faut analyser les externalités de la filière. C'est-à-dire, effectivement, les emplois, les quantifier, le nombre d'emplois, les quantifier économiquement, mais aussi les externalités positives sur l'autonomie énergétique. Bien évidemment, on parle aussi de ça. Donc l'énergie qu'on ne va pas importer. Voilà. Et puis les gaz à effet de serre, puisqu'on a un double effet de substitution énergétique, mais à la fois de limitation des gaz à effet de serre dans le milieu agricole, à travers la meilleure gestion des effluents d'élevage notamment. Et donc tout ça aussi, ça se quantifie. Voilà. Alors on a commencé à faire ces analyses-là, alors aussi à coup de ratio, donc tout ça évidemment est discutable, mais on estime aujourd'hui que les coûts de la filière à l'horizon 2020 seraient compensés par les externalités positives traduit sous forme économique. Voilà. C'est une première approche, mais c'est important de le dire. Voilà. On ne développe pas et on ne finance pas pour rien. Juste avant de proposer à la salle de vous poser des questions directement, et pour illustrer ce que vous venez de dire, toute proportion gardée, mais ça nous permet de fixer un petit peu les idées. Monsieur Bouchonneau, chez vous, c'est juste un petit rappel, 10 associés agriculteurs, vous avez déjà embauché un salarié à temps plein pour votre installation. Oui, on a un salarié à temps plein sur le site. Je confirme... c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve facilement des entreprises locales pour la maçonnerie, pour monter le génie civil, etc. Voilà. Ouais. Mais après, dès qu'on s'en va je dirais plus dans la technique, l'industrie française, là, elle a un challenge à relever, puisqu'on va voir chez nos voisins allemands. Nous, on a pris la technique PSA, ça vient du Canada. Donc, oui, il y a un challenge à relever. Oui, le poste français. Oui, je vais rebondir là-dessus parce que je représente justement des industriels de grande taille et vous avez raison. Il y a des études qui ont montré que jusqu'à une certaine taille, les équipementiers sont étrangers et à partir d'une certaine taille, on trouve des équipementiers français dont je représente une partie. Donc je pense que ça serait important aussi que s'il doit y avoir on doit revisiter, je dirais, les mécanismes de support à la filière, que cet état de fait-là, qui est une photographie, qui est que le fait que l'industrie française est présente et a des savoir-faire sur l'ensemble de la filière, mais en termes d'équipement plutôt sur les grosses installations, que ce fait-là soit pris en considération. Voilà. Merci Madame Coulon pour cette précision. Alors pour ceux qui étaient présents hier, vous connaissez le mode d'emploi de notre partie échange avec les participants. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, ce que je vous propose, c'est de lever la main pour pouvoir vous identifier dans la salle. Donc voilà une première main qui se lève, à qui on va pouvoir donner le micro. 1, 2, 3 mains déjà. Comme nous avons un temps imparti pour cette partie d'échange, je vous propose de vous manifester le plus rapidement possible, puisqu'arrive un moment, je serai obligé de vous interrompre et nous passerons à la table ronde suivante. Alors, monsieur, on va vous passer un micro tout de suite. Est-ce que je peux demander un coup de main à quelqu'un pour nous passer un micro? Alors, il doit y avoir des micros tout en haut, voilà. On va vous apporter ça, monsieur, merci. Et ensuite, le micro pourra circuler. Merci de vous présenter, si vous le voulez bien, en 2 mots, pour qu'on puisse vous situer, puis nous faire part de votre question et éventuellement à qui elle s'adresse. Bonjour, Sébastien Cousy, Société Méthanéo. D'abord, j'ai une inquiétude au nom des 7 personnes qui vont parler à la table ronde numéro 2, c'est qu'on doit parler des freins de la filière. J'ai l'impression qu'on a bien fait le tour avec les 7 premières personnes de la table ronde numéro 1. Je vous remercie d'avoir introduit le sujet. C'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, c'est une transition. Et c'est aussi un indicateur que c'est quelque chose de récurrent que d'avoir à parler des contraintes très rapidement. Voilà, et puis on va pouvoir, les gens les auront bien en tête en sortant de la salle.
Ma question s'adresse à M. Keutner, parce qu'on doit parler de l'Europe dans cette table ronde numéro 1. Monsieur Keutner, vous nous avez fait un petit bilan de la situation en Allemagne. Il y a une loi, la loi EEG, qui doit sortir cet été, la révision de la loi EEG en Allemagne, qui en particulier a une incidence sur les capacités des énergies renouvelables assez forte. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles répercussions vous pensez que ça peut avoir pour le futur de cette filière ? Ja, das ist sehr richtig, eine sehr gute Frage. Bonjour, Sébastien Couzy, Société Métanéo. Étude au nom des 7 personnes qui vont parler à la table ronde numéro 2, c'est qu'on doit parler des freins de la filière. J'ai l'impression qu'on a bien fait le tour avec les 7 premières personnes de la table ronde numéro 1. Je vous remercie d'avoir introduit le sujet. C'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, c'est une transition. Et c'est aussi un indicateur que c'est quelque chose de récurrent que d'avoir à parler des contraintes très rapidement. Voilà, et puis on va pouvoir, les gens les auront bien en tête en sortant de la salle. Ma question s'adresse à M. Keutner, parce qu'on doit parler de l'Europe dans cette table ronde numéro 1. Monsieur Keutner, vous nous avez fait un petit bilan de la situation en Allemagne. Il y a une loi, la loi EEG, qui doit sortir cet été, la révision de la loi EEG en Allemagne, qui en particulier a une incidence sur les capacités des énergies renouvelables assez forte. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles répercussions vous pensez que ça peut avoir pour le futur de cette filière ? Ja, das ist sehr richtig, eine sehr gute Frage. Nämlich letzten Freitag wurde das neue Erneuerbare Energiengesetz EEG im Bundestag verabschiedet. Es verheißt leider nichts Gutes für Biogas. Die Förderung wird ziemlich abgesenkt. Donc c'est très bien que vous abordez cette question, c'est une très bonne question. Vendredi dernier a été adoptée la nouvelle loi sur les énergies renouvelables au Bundestag et malheureusement cette loi ne promet rien de bon. Les aides publiques seront largement diminuées à l'avenir. Wir hatten ja einen sehr starken Zubau von Biogasanlagen. Allein im Jahr 2011 haben wir 1300 Biogasanlagen gebaut. So viel, wie ich vernommen habe, dass Frankreich insgesamt in den nächsten Jahren bauen will. On a eu ces dernières années une très forte augmentation du nombre de constructions d'installations de biogaz. Uniquement sur l'année 2011, 1300 installations de biogaz ont été construites. Et si j'ai bien compris tout à l'heure, c'est le total de ce que veut construire la France au cours des prochaines années. À peu de choses près, oui. Und jetzt hat die Bundesregierung gemerkt, Biogas wird ja immer teurer. Wir haben angefangen von spezifischen Investitionen von vor 10 Jahren bei 2.000 € pro Kilowatt. Jetzt sind wir bei spezifischen Investitionen zwischen 6.000 und 8.000 € pro Kilowatt. Genauso in Frankreich, wie ich weiß. Das liegt an den hohen Sicherheitsstandards und an den hohen Auflagen, die, glaube ich, von Frankreich 1:1 von Deutschland übernommen wurden. Le gouvernement s'est aperçu que le biogaz est de plus en plus cher. Les investissements spécifiques qui ont été réalisés il y a 10 ans avaient un coût de 2 000 € par kilowatt. Et aujourd'hui, nous sommes à un coût de 6 000 à 8 000 € par kilowatt. Et donc, pour la France, c'est ce que je viens de dire, et vaut également pour la France. Et c'est dû aux standards, aux normes de sécurité et aux nombreuses contraintes qui pèsent sur ces installations. Et la France a repris toutes ces contraintes un à un de l'Allemagne.
Das heißt, die Regierung hat jetzt festgestellt, es ist zu teuer, wir müssen kürzen und wir wollen auch keine Energiepflanzen mehr. Das heißt, dass im neuen Gesetz die sämtliche Förderung für die Energiepflanzen gestrichen wurde. Das ist sehr schade, weil damit auch Pflanzen, die wertvoll sind für die Fruchtfolge, in der ökologischen Fruchtfolge auf dem Betrieb wie Kleegras, Zwischenfrüchte auch nicht mehr gefördert werden. Zudem wird auch nicht mehr gefördert die Gasaufbereitung, also damit die Gaseinspeisung von Biomethan wird auch nicht mehr gefördert. Donc le gouvernement s'est aperçu que c'est trop cher et donc qu'il va falloir réduire ou qu'il a été décidé de réduire les aides aussi pour les plantes énergétiques. Et la nouvelle loi prévoit donc une suppression totale des aides, des subventions pour ces plantes, des plantes qui sont d'une grande valeur pour le cycle du biogaz. Les herbes, les fruits de trèfle sont d'une grande valeur pour le cycle du biogaz. Donc, l'injection de gaz pour la production de biogaz ne fait plus l'objet d'aide publique non plus avec la nouvelle loi. Allez-y, Monsieur Köttner, allez-y. Ja, es ist allerdings eine reine Kostendiskussion, die nicht die Vorteile des Biogases berücksichtigt. Wir haben ja nicht nur Stromproduktion und damit wird zurzeit alles bezahlt. Mit dem Strom wird alles bezahlt. Die Emissionsminderung, die Stromproduktion, die Wärmeproduktion, die Gasproduktion und wir haben weitere Vorteile wie Flexibilität. Wir brauchen, wenn wir auf erneuerbare Energien umsteigen wollen, zusammen mit Sonne und Wind auf jeden Fall Biogas und Bioenergien. Donc tout cela est une discussion autour des coûts, mais on discute seulement sur les coûts, mais on ne tient pas compte des avantages du biogaz parce qu'on se focalise uniquement sur l'électricité, mais on ne tient pas compte de la réduction des émissions de CO2, la production d'électricité, de chaleur et de gaz. Il y a également d'autres avantages, à savoir une flexibilité accrue. Et nous avons besoin des énergies renouvelables, nous avons besoin du soleil, nous avons besoin de l'énergie éolienne, mais nous avons également besoin du biogaz. Die Bioenergien haben eine sehr wichtige Rolle zu spielen im Zusammenspiel mit den erneuerbaren Energien, wenn wir die Energiewende hinbekommen wollen, weil Atom und Kohle kann nicht flexibel produzieren. Les bioénergies ont un rôle très important à jouer ensemble avec les énergies renouvelables si nous voulons réussir notre transition énergétique parce que le nucléaire, le charbon ne peuvent pas assurer une production dans des conditions de flexibilité. Merci, Monsieur Köttner. Monsieur Verdier voulait rebondir sur ce point particulier. Je voudrais utiliser la question de M. Cousy et puis
remise en question également sur le bon respect des titres des tables rondes, sur également parler du cadre juridique, du cadre législatif en France, puisque nous avons, en tout cas en ce qui concerne les gros détenteurs de déchets organiques, d'un point de vue développement du marché des matières qui sont susceptibles d'alimenter les méthaniseurs, nous n'en sommes qu'au début, puisque la loi Grenelle 2 avait stipulé qu'à compter du 1er janvier 2012, les gros détenteurs de déchets organiques devaient mettre en place une collecte sélective, un traitement biologique tel que la méthanisation, pour favoriser la réduction d'émissions de gaz à effet de serre et le retour au sol de la matière. Ensuite, un arrêté est venu spécifier ce qu'était un gros détenteur. Un gros détenteur, ça a commencé au 1er janvier 2012 par quelqu'un qui détenait sur un endroit donné pendant un an, enfin qui générait sur un endroit donné pendant un an 120 tonnes, voilà. 120 tonnes de déchets organiques par an. Et on en est bientôt on va descendre demain, donc au 1er janvier 2016, à 10 tonnes par an sur un lieu donné. Donc 10 tonnes par an, c'est un restaurant qui fait 200 couverts jour. À ce titre, je félicite les ministres de l'Environnement qui se sont succédés ces 2 dernières années, puisqu'elles ont bien mis en place la collecte sélective des restaurants de la Grande Arche où elles siègent. Merci, Monsieur Verdier. Monsieur Cousy est encore là, non? De toute façon, on va le voir tout à l'heure. Il y avait une autre question, mais je me tournerai peut-être vers vous en transition, Monsieur Cousy, si vous le voulez bien. Monsieur qui avait levé la main, est-ce que on va vous procurer un micro tout de suite. Oui, bonjour, Hugues de Cherisac, consultant. Je connais mal votre filière, donc j'ai une question un peu naïve et j'ai eu que des éléments de réponse pour l'instant partiels. C'est une filière nouvelle, spécialement en France. Il y a plus d'expérience en Allemagne, c'est ce que je comprends. Moi, je me demande quand même à quel moment vous imaginez cette filière vivant sans aucune incitation publique. Est-ce que c'est dans l'horizon, en fonction de quoi? En fonction de progrès technologiques, en fonction de, je sais pas, de densité d'installation. Est-ce que vous avez ça dans l'horizon? J'ai compris que vous avez des externalités positives, mais au-delà des externalités positives, est-ce qu'il y a un moment où économiquement cette filière vivra toute seule? En auto-équilibre. Bien. Est-ce qu'il y a un horizon pour ça? Monsieur Verdier, vous avez fait peut-être de la prospective précise dans la matière. Réponse non. Bon. Alors maintenant, si on essaie de regarder par rapport à ce qui s'est passé sur les premiers tarifs d'obligation d'achat qui ont pu exister dans notre histoire, aujourd'hui, d'un point de vue électrique, je crois, mais je pense sous le contrôle de mes confrères et collègues, aujourd'hui, les obligations de marché peuvent parfois, les anciens tarifs des obligations d'achat, sur certaines énergies, s'avèrent être aujourd'hui en dessous du prix de marché de l'électricité, ou de l'énergie fossile. Donc, quel sera le prix de l'énergie demain? À quel moment le marché aura atteint le prix de l'obligation d'achat qui existe aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais c'est d'ailleurs une question qui va se poser assez rapidement, puisqu'on voit que les premières installations ont commencé à fonctionner il y a en 2000, peut-être 2009, les premières injections. Or, on sait qu'on a des contrats de 15 ans, donc le temps passe vite. Donc, que va-t-il advenir dans ces unités-là lorsque le tarif d'obligation d'achat sera arrivé à sa fin? Quel sera le schéma qui prendra la suite? Il y a certainement des banquiers dans la salle, on leur présente des business plans sur 15 ans, voire plus. Comment vont-ils eux-mêmes analyser ces situations? Donc ça va venir très vite. Je peux peut-être apporter un autre élément de réponse vraiment complémentaire en matière de gaz. Aujourd'hui, donc, en gaz, le biométhane est racheté entre 48 et 123 euros du mégawattheure, et le prix moyen d'arrivée frontière est entre, on va dire, 25 et 30 euros du mégawattheure. Donc là, à 48 euros, on est à peu près 2 fois plus cher. Mais si vous prenez, alors si vous êtes aujourd'hui aux États-Unis, le prix du gaz il est plutôt à 15 euros, donc là c'est hors de prix. Mais si vous êtes au Japon, dans la zone asiatique, le prix du gaz moyen du marché est à 45 euros du mégawattheure. Et là vous voyez que ça peut quasiment être rentable aujourd'hui au Japon de construire des unités de méthanisation. Donc c'est pour illustrer ce que disait monsieur sur en fait l'évolution du prix des énergies. Ensuite, on travaille déjà à comment améliorer cette filière et à en baisser les coûts. En tout cas, nous, sur le poste d'injection, on essaie de le faire. Donc ça, c'est un des volets, donc essayer de baisser les coûts.
Mais ce qu'on a aussi essayé de faire dans la filière gaz, c'est de mettre des garanties d'origine. Pourquoi ? Parce qu'il y a à la fois des tarifs d'achat et des subventions qui poussent l'offre et donc la production de biogaz, mais on se dit à terme, il faut aussi pouvoir tirer la demande de gaz vert et donc pouvoir avoir cette traçabilité et que les gens qui souhaitent avoir du gaz vert, ou particulièrement pour l'usage carburant, si on veut tirer l'usage carburant vert, biométhane carburant, il faut des garanties d'origine. Et ce qu'on espère, c'est que la demande en carburant vert demain, puisque de plus en plus de collectivités souhaitent pouvoir faire rouler leur bus au gaz, pouvoir faire rouler leur benne à ordures au gaz, pouvoir faire rouler leur flotte au gaz, finalement avec un carburant très vertueux, finalement, puisqu'ils peuvent dire qu'ils roulent avec les déchets collectés par les habitants. Donc c'est quand même un côté très très vertueux, avec en plus un carburant qui n'a pas de particules, qui ne fait pas de NOx. On arrive à vraiment un bon bilan et ces garanties d'origine vont tirer. Donc ce qu'on espère, c'est à la fois pour demain, donc pouvoir que l'offre, il y aura le prix des énergies, il y a la technologie qui, on espère, va pouvoir faire baisser les coûts, et puis que la demande va tirer, notamment en carburant. Merci Madame Foulonneau. Monsieur Jacob, je vous laisse compléter, ainsi que Monsieur Cheveri, mais comme vous le savez, on va essayer de consacrer plus de temps dans ce qui nous reste aux questions de la salle, donc malheureusement, vous ne pourrez pas chacun répondre tous ensemble à chacune des questions, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. Je vous laisse compléter. Monsieur Jacob, puis Monsieur Cheveri, et je me tourne tout de suite vers la question suivante. Moi, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il est sain d'avoir comme objectif d'être sur des équilibres économiques sans subvention. C'est vraiment l'objectif. Donc, il y a effectivement la maîtrise des coûts, mais la problématique de cette filière, en fait, c'est qu'elle est au croisement de trois types de revenus possibles. Il y a évidemment l'énergie, mais aussi, nous mettons en place des systèmes, des unités de traitement de déchets, et nous mettons en place des unités de production d'engrais. Voilà. La difficulté, c'est que sur la production d'engrais, et c'est assez récemment qu'il y ait une homologation de Digesta en France, on a quand même du mal à valoriser économiquement cette production d'engrais à travers des substitutions. Alors c'est l'objectif du plan EMA, substitution azote, etc. Mais on a quand même du mal à le quantifier économiquement. Ce qui fait que tous les coûts inhérents au transfert, notamment de matière et de retour au sol, sont du coup pas pris en charge par le prix des engrais, mais par l'énergie. C'est un petit peu pareil sur le traitement des déchets. On a créé des installations au début qui étaient basées sur des coûts de traitement de déchets organiques qui étaient assez importants à l'origine des installations dans les années 2000. Et on s'aperçoit que par le fait qu'il y a une autre économie qui vient permettre de financer les installations qui sont les économies faites sur la vente d'énergie, on assiste à une baisse des coûts de traitement des déchets. Ce qui est une erreur fondamentale, puisqu'on est en train de transférer une charge initiale sur les déchets, on est en train de la transférer sur une recette d'énergie. Voilà. Donc je pense aussi qu'il faut quand même revoir ça. Alors c'est pas facile parce qu'on est sur un marché concurrentiel ouvert, mais il faudrait pas quand même que effectivement toute la charge de production ne se base que sur la vente d'énergie. Voilà. Il faut arriver à un moment donné à remutualiser et répartir les recettes d'exploitation de ces unités, ce qui n'est pas simple. Merci M. Jacob. M. Cheveri, oui, pour l'ADEME. Très court, pour compléter la réponse, non pas sur les éléments économiques, mais sur les leviers pour améliorer la rentabilité de ces installations ou l'efficacité économique de ces installations. Le premier levier, c'est un levier qu'on a évoqué, c'est le retour d'expérience. On manque beaucoup de retour d'expérience. On a besoin de capitaliser le plus rapidement possible, ça a été évoqué. Le deuxième levier, c'est de la recherche sur, pour moi, deux éléments principaux. Le premier, c'est une meilleure compréhension, une meilleure connaissance des intrants qui vont déterminer le pouvoir méthanogène, mais aussi la qualité des digestats, on vient de l'évoquer. Et le deuxième niveau, c'est la performance même des bactéries et donc des process de transformation en biogaz. Dans la mesure où on a aujourd'hui sur le marché beaucoup de procédés en infiniment mélangés, destinés ou adaptés à des substrats plutôt liquides, on remélange et on a beaucoup de progrès à faire en termes de recherche pour s'adapter à des mélanges, des substrats plus pâteux avec une efficacité plus grande. Merci Monsieur Cheveri pour ces précisions plus techniques, mais ça permet effectivement de montrer tout le champ du travail qui reste devant soi. Question suivante. Monsieur, vous avez le micro maintenant. Oui, bonjour, Pascal Demey, je suis en reconversion vers le biogaz. J'avais une question pour Monsieur Keutner. Vous avez dit que le biogaz était une énergie flexible. J'aimerais comprendre que le biogaz était une énergie flexible. J'aimerais comprendre dans quelle mesure, puisque
si j'ai bien compris, les bactéries travaillent 24 heures sur 24 et donc on ne peut pas arrêter la méthanisation puisque c'est un process qui est en cours. Alors s'agit-il d'un stockage du gaz qui est généré et dans cette optique, de quelle façon est-il stocké? Unsere ersten Biogasanlagen, die gebaut wurden auf ganz kleinen Betrieben, hatten installiert 15 Kilowatt, aber hatten nur 7 Kilowatt produziert. Das heißt, sie hatten eine große Gasspeicherung, und das ist bei allen Biogasanlagen möglich, und einen größeren Motor, wie für die kontinuierliche Produktion des Gases notwendig wäre. Donc, les premières installations de biogaz qui ont été construites étaient construites pour 15 kW, ne produisaient que 7 kW parce qu'il y avait un stockage important de gaz et c'est possible avec l'ensemble des installations de biogaz. Und das letzte nochmal, was sagten Sie? Was wäre notwendig? Wäre praktisch ein größerer Motor und eine größere Gaslagerung. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un moteur de plus grande taille pour permettre un stockage plus important. Das nochmal zu erklären, das neue EEG fördert insbesondere die Flexibilisierung und die Investitionen in größere Gasspeicher und größere Motoren. Pour l'expliquer encore une fois, la nouvelle loi EIG assure donc la promotion de la flexibilité et les investissements dans des stockages plus importants et dans des moteurs plus importants, plus grands. Donc pour financer des capacités de stockage supplémentaires. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Merci, Monsieur Keutner. Question suivante. Alors, je ne vois pas les mains dans le fond de la salle. Ben voilà, monsieur qui s'empare d'un micro, je vous laisse vous présenter également. Merci. Oui, pardon. Donc, Gilles Dacoten, responsable Nouveau Débouché pour l'Association Générale des Producteurs de Maïs et l'Association Générale des Producteurs de Blé. J'avais une question par rapport au gaz à effet de serre et par rapport aux motivations de développement du biogaz. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de raisonner à 2020, 2030, 2050 une stratégie de développement des énergies renouvelables et donc du biogaz sur donc de la valorisation pour la production ENR, valorisation de déchets, etc., sans prendre en compte le critère gaz à effet de serre qui devient prédominant dans la stratégie. Et pour compléter mon propos, l'ADEME a fait faire une étude d'analyse de cycle de vie de la codigestion effluent culture énergétique, on va dire, de tout type, hein, autant des cultures dédiées que des cultures intermédiaires. Et il apparaissait que l'utilisation de biomasse végétale était un améliorateur important de la réduction des émissions de gaz à effet de serre du biogaz. Monsieur Chevry, si vous voulez bien répondre, si vous avez des éléments de réponse sur cette question précise. Alors, est-ce que le critère gaz à effet de serre est un critère important? Oui, il me semble que j'ai témoigné sur ce sujet-là au travers d'un point de vigilance sur les fuites biogaz. Et ce que vous évoquez, c'est bien sûr qu'on mène des travaux d'analyse de cycle de vie complet pour intégrer toutes les phases de production des substrats et de valorisation ensuite, y compris jusqu'à l'épandage du digestat, de manière à avoir une visibilité par rapport à ça. Peut-on baser le développement de la filière méthanisation sur des cultures dédiées énergétiques? Très clairement, ce n'est pas notre priorité du moment. Notre priorité du moment, c'est de développer cette filière à partir de substrats qui existent et qui sont sans valorisation efficace aujourd'hui, donc des lisiers, des résidus de culture et autres. Ça ne veut pas dire qu'on interdit, loin s'en faut, l'usage notamment des couverts végétaux entre cultures, puisque là on a un double effet environnemental, on protège les sols entre les cultures et
on stabilise le fonctionnement des méthaniseurs et c'est important. Je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure, mais lorsqu'on regarde la photo actuelle, c'est à peu près 10 à 15% des intrants qui sont des cultures végétales qui viennent compléter des effluents, des déchets et autres pour stabiliser le fonctionnement des digesteurs. Par contre, on n'est pas du tout aujourd'hui sur un modèle comme l'a présenté M. Costner, dans lequel on a une majorité de maïs ou de céréales qui alimentent un digesteur. On mène des études pour regarder les limites de ce dispositif en termes de gaz à effet de serre. On a lancé des travaux de capitalisation avec nos voisins allemands, mais ce n'est pas notre priorité. Alors monsieur, si j'ai bien entendu, évoquer également non pas seulement les cultures dédiées, mais aussi les cultures intermédiaires, qui peut être aussi une piste, c'est-à-dire des cultures non dédiées, non destinées à la consommation alimentaire, mais qui peuvent être implantées à un moment entre deux. C'est ce que j'ai évoqué en parlant de couvert végétal entre deux cultures. Ça peut être des cultures, je dirais, entre deux cultures. Nous menons des études, sachant que c'est un apport complémentaire intéressant. Il y a très honnêtement aussi des contraintes dans la mesure où ces cultures entre deux cultures principales sont soumises aux aléas climatiques et donc peuvent avoir des rendements d'une année sur l'autre aléatoires. Donc c'est un complément qui fait partie de la ration et de la difficulté de gérer sur chaque exploitation cette recette, ce mixte de produits entrant dans le digesteur. Merci Monsieur Chevry. Y a-t-il encore une ou deux questions? Je surveille la montre, c'est à peu près le temps qu'il nous reste, le temps de poser une ou deux questions. Donc monsieur qui avait levé la main, vous avez le micro également. Donc bonjour, Jean-Marc Conneau, je suis trésorier de l'association des méthaniseurs. Donc je suis méthaniseur déjà depuis 4 ans et demi. Bon, je tenais aussi à témoigner un petit peu ce qui a été dit concernant donc le manque de lisibilité. Bon, je crois que on a aujourd'hui donc dans la filière des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. D'abord, la première des choses, c'est qu'on a sans doute sous-estimé un certain nombre de choses au niveau des coûts de fonctionnement. Ça, c'est quelque chose qu'on s'aperçoit qui va grandissant. Donc, par rapport à M. Echeverry, je dirais que pour bien pouvoir juger, il faudra faire un test au bout de 3 ou 4 ans. Et là, on est prêt, nous, à vous apporter des éléments sur les sites qui tournent depuis 4-5 ans. Donc, on en est quand même une petite dizaine, une quinzaine. Le deuxième aspect, c'est toujours les mêmes choses, c'est-à-dire que des règles qui changent. Bon, on voudrait faire avancer les règles sur tout ce qui est aspect homologation, mais bon, c'est 3 ans, 4 ans pour attendre. On voudrait aussi donc avoir quelque chose de stable au niveau fiscalité, parce que les contrôles se multiplient, avec des règles qui n'existent pas ou qui sont complètement inadaptées. Par contre, moi, je reste persuadé, parce que 80% des produits sont quand même agricoles, 85% des produits sont sans doute difficilement captables, mais on a aujourd'hui des possibilités sans doute nouvelles de pouvoir faire de la méthanisation, et je dirais donc à la sortie de l'exploitation. Donc je vous laisse lancer un petit peu un message d'espoir aussi aux entreprises et à tout le monde qui est là, en se disant qu'il y a plein d'agriculteurs aujourd'hui qui sont bloqués sur la méthanisation parce qu'ils n'ont pas de valorisation énergétique, parce que c'est très difficile, parce qu'aussi il y a une absurdité qu'il va falloir lever quand même un jour, c'est le remplacement de l'énergie fossile au niveau du contrat électrique. Là, je crois qu'il faut un jour arrêter il faudra enlever ce mot-là, ces remplacements de l'énergie, et donner aussi de la souplesse et de la vie à nos sites. Mais par contre, on a des possibilités sans doute de traiter du gaz ou de produire du gaz sur nos sites, et avec nos entreprises françaises, très rapidement de travailler sur de la petite on va dire, compression, petite épuration. Là, il y a tout un travail, il n'existe rien. Donc, il faut aussi que nos entreprises, il faut aussi que l'ADEME accompagne ces entreprises pour pouvoir mettre un modèle typiquement français, où là, on n'est plus dans un système de collecte des effluents, mais un système de collecte des produits. Et je lance un appel là aussi, donc, notamment à GRDF, par rapport à et l'État et la Creux et tout le monde, c'est qu'il va falloir faire évoluer le tarifaire, où dans ces cas-là, on n'est plus sur des points d'injection, mais sur des points de production. Et donc, appliquer un petit peu ce raisonnement de points de production. Et ensuite, on peut mutualiser, on peut faire des choses en commun. Et là, on peut avoir un développement important. Moi, je sais que chez nous, on est 8 exploitants qui sommes prêts à partir. Donc, avons-nous la possibilité d'espérer un jour d'avoir une rémunération, non pas sur le point d'injection, mais sur le point de production? Qui veut nous redonner un peu de baume au cœur dans ce sens? Non,
peut-être en réponse à Jean-Marc Conneau, que je croise assez régulièrement, on travaille beaucoup avec Agriculteurs Méthaniseurs de France, notamment en termes de capitalisation. Donc ça, je ne reviens pas dessus, mais complètement d'accord avec son analyse sur le besoin de faire un retour d'expérience, et notamment sur les coûts d'exploitation et globalement un peu sur le fonctionnement. Par rapport au deuxième point, en fait, il y a des travaux d'ores et déjà engagés, à la fois en recherche, mais aussi en expérimentation, pour mutualiser la production de biogaz sur différentes exploitations agricoles, qu'elles soient de petite ou moyenne taille, de manière à regrouper ce biogaz sur un point d'épuration et d'injection. Et donc là, on est bien dans le développement de ces opportunités, aujourd'hui sous forme à la fois de recherche et d'expérimentation, parce qu'on a besoin de construire les modèles économiques, dans l'objectif à la fois de stabiliser la technique et en même temps de proposer au pouvoir public des éléments financiers par rapport à ça. Merci, Monsieur Chevry. Monsieur Bouchonneau, vous vouliez ajouter Oui, je voulais apporter, je partage ce qu'a dit Jean-Marc Conneau, et je pense qu'un des leviers par rapport tout à l'heure, on parlait des subventions que la filière avait besoin. C'est aussi raisonner la méthanisation, je dirais, sur un territoire. Et là, ce que ça peut apporter à un territoire, un dynamisme et toutes les, je dirais, les déclinaisons derrière. Parce qu'on regarde que la méthanisation telle. Moi, je prends mon cas pour mon exploitation. Je l'ai vraiment intégré dans un raisonnement global de mon exploitation. Je ne suis pas arrivé producteur de gaz aujourd'hui. Je suis toujours agriculteur. Mais ça m'a permis et ça me permet de faire des économies sur mon exploitation. Je crois qu'il faut avoir aussi un regard global, quoi. Et bon, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de contraintes et des freins, mais c'est un super levier au niveau territoire. Oui, merci de ce rappel, parce qu'effectivement, il y a cette composante qui était essentielle dans votre réflexion depuis le départ. Ce n'est pas un projet qui vous est venu comme ça pour une opportunité ou faire un coup en passant. C'est véritablement, comme vous venez de le rappeler. Puis je me permets encore ce clin d'œil, vous êtes devenu éleveur de bactéries au passage. Hein. Donc c'est un nouveau métier, mais il y a quelque chose de... Vous êtes resté dans le vivant finalement, donc ça reste très proche de votre métier d'origine. La chance que l'on a, c'est qu'on vit déjà avec des animaux, on vit avec la nature, et la nature a horreur du vide. Donc à un moment donné, je veux dire, la méthanisation aussi nous rappelle parfois quand on va aller trop vite ou quand on va aller trop loin, on est vite ramené à nos réalités, quoi. Merci, Monsieur Bouchonneau. Un petit mot de conclusion, si vous voulez bien, Monsieur Jacob, parce qu'on va passer à la table ronde suivante. Poser une question à la table ronde numéro 2, voilà. Merci pour cette transition. Puisque, effectivement, la question de savoir comment on valorise les énergies sur les points de production se pose également sur la chaleur. Aujourd'hui, c'est normal, c'est à travers les réseaux qu'on sait identifier les besoins d'aide sur les tarifs. Si on fait de la combustion directe de gaz chez un industriel, on substitue du gaz de réseau et du coup, il n'y a pas d'aide. Voilà. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des mises en place de systèmes de garantie d'origine sur la combustion de gaz sur les sites industriels pour permettre d'éviter de passer par le réseau pour brûler directement du gaz? Donc, voilà, ça sera une des questions à la table ronde numéro 2. Merci Antoine Jacob. Alors avant de vous remercier collectivement, mesdames, messieurs, je voudrais faire un salut particulier à Monsieur Kuttner pour le remercier sincèrement pour sa présence et surtout pour lui donner rendez-vous au Brésil vendredi. Voilà. À très bientôt. Merci mesdames, messieurs.